Je suis rentré d'un voyage d'affaires avec 2 jours d'avance, et j'ai trouvé ma fille de 9 ans seule à la maison, en train de récurer le sol de la cuisine en guise de punition. Ma belle famille avait emmené leur vraie petite fille dans un parc d'attractions. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, j'ai simplement fait ce que j'avais à faire. Dès le lendemain matin, mon téléphone ne s'arrêtait plus de sonner. Bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 35 ans. Je travaille dans les assurances, et mon métier consiste à transformer les catastrophes des autres en petits rapports soignés, et en feuilles de calcul. Tout est trié, tout est fait selon les règles. Les gens m'appellent en panique, et moi, je me contente de décrire les dégâts. Pas d'émotion, s'il vous plaît. J'avais l'habitude de gérer ma vie de la même manière, de façon ordonnée, calme, sans aucun drame. Pour l'essentiel, ça a fonctionné, jusqu'au jour où tout a dérapé. J'ai une fille, Evelyne. Elle a 9 ans. Elle est douce, brillante, un peu timide, et elle est absolument obsédée par les poneys. Elle fabrique les plus bizarres des petites créatures en pâte à modeler. Le soir, elle aime poser des questions profondes, comme pourquoi les arcs-en-ciel ne sont pas en noir et blanc, ou si l'allergie de grand-mère Brenda à sa présence est une chose réelle. Ah, c'est vrai, Brendan, mon mari. Enfin, techniquement à l'époque, en tout cas, nous étions ensemble depuis 3 ans. Il avait une fille, lui aussi, Amanda, 11 ans. Pour elle, c'est facile, si vous n'êtes pas sa grand-mère, son père, ou si vous n'avez pas une glace à la main, elle n'a simplement pas de temps à vous accorder. Elle vivait avec nous à plein temps. Sa mère avait quitté la ville pour le Texas, avant même que le divorce ne soit prononcé. Quand Brendan et moi nous sommes mis ensemble, je croyais vraiment que ça pourrait marcher, que des adultes pouvaient construire quelque chose de nouveau. Je pensais que les enfants s'adapteraient, que l'amour gagnerait, et tout ce baratin de film à l'eau de rose. Et pendant un temps, c'est un peu ce qui s'est passé. Nous avons loué un petit appartement au début. C'était minuscule, mais c'était chez nous. Je travaillais, il travaillait. Les filles allaient à l'école, se disputaient pour des feutres, puis se réconciliaient. Ce n'était pas parfait, mais c'était stable. Et après le désordre de mon premier mariage, la stabilité était tout ce que je voulais. Puis, tout a commencé à glisser. Brendan a été licencié, suite à une histoire absurde de restructuration d'entreprise. Il cherchait du travail, et j'ai commencé à faire des heures supplémentaires. L'argent est devenu rare. C'est alors que ses parents sont arrivés avec leur grande proposition, emménager avec eux, juste pour un petit moment. J'ai senti mon estomac se nouer à la seconde où j'ai entendu ça. Sa mère et moi, disons que nous n'étions pas exactement des âmes sœurs. Elle disait ma chérie comme si c'était une insulte, mais je ne pouvais pas payer le loyer seul. Nous avons donc emménagé dans leur vieille maison grinçante, dans une banlieue tranquille de l'Illinois. Une balançoire sur le porche, un drapeau sur la pelouse, et cette mentalité classique selon laquelle les petits-enfants se divisent en 2 catégories, les nôtres, et les autres. Je me suis dit que nous pourrions gérer, que c'était temporaire, et que j'avais toujours le contrôle. Puis, il y a eu ce voyage d'affaires. 4 jours à Saint-Louis. J'ai fini plus tôt que prévu, et je suis rentré le samedi au lieu du lundi. Je pensais faire une surprise aux filles, prendre des pizzas, mettre des dessins animés, peut-être construire un fort avec des couvertures. Juste quelque chose de douillet. Mais la maison était trop calme. Ce genre de calme qui semble anormal. J'ai trouvé Evelyne dans la cuisine, vêtue d'un t-shirt beaucoup trop grand, à genoux, en train de récurer le sol avec un chiffon. Seule, à 9 ans. J'ai demandé, où est tout le monde? Elle a répondu, ils sont allés au parc. Je suis puni. Juste comme ça. Calme, comme si c'était normal, comme si ce n'était pas la première fois. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas jeté d'objets. Je n'ai pas mis en scène une crise digne de la télé-réalité. J'ai emballé nos affaires, les miennes et les siennes. J'ai pris les documents importants, et j'ai laissé un mot sur le comptoir, vous avez laissé un enfant seul à la maison. Vous avez appelé ça une punition. Vous avez emmené votre vraie petite fille s'amuser. Ma fille ne passera plus jamais une seule nuit dans cette maison. Et nous sommes sortis. Nous avons pris une chambre de motel. J'ai commandé des pizzas, mis des dessins animés, et j'ai laissé Evelyne manger un pot entier de glace. Je n'ai pas beaucoup parlé, je suis juste resté près d'elle. Cette nuit-là, mon téléphone n'arrêtait plus de sonner. Brendan m'appelait encore et encore,
laissant des messages vocaux et des SMS. Ils étaient rentrés. Ils avaient vu le mot. Ils savaient que je savais. Il a essayé d'expliquer, en disant que c'était une éducation stricte, et qu'il n'était pas loin. Sérieusement? Ai-je demandé. Emma, voyons, tu sais comment est ma mère. Elle essayait juste de leur apprendre la discipline. Ah, donc son idée de la discipline, c'est d'abandonner une enfant de 9 ans pendant que vous allez faire des montagnes russes. Silence. C'était un malentendu. Non, un malentendu, c'est porter des chaussettes dépareillées. Ça, c'était délibéré. C'était cruel. Il continuait de parler, mais j'ai raccroché. Je n'ai pas pris la peine d'appeler ses parents. Pourquoi faire? J'avais déjà fait ce qu'il fallait. La prise de conscience que ma fille n'était pas heureuse ne m'a pas frappé d'un coup. Elle s'est glissée en moi lentement, silencieusement, comme un robinet qui fuit au fond de mon esprit. Je le voyais dans la façon dont elle me regardait à table, et dans le silence là où ses chansons matinales résonnaient autrefois. Elle avait l'habitude de chanter en mangeant ses céréales, des chansons sur les arcs-en-ciel et les licornes, ou sur le fait que les mardis n'étaient pas de vrais jours. Maintenant, il n'y avait plus que le silence. Quand nous avons emménagé chez ses parents, je me disais que ce n'était rien, juste un mauvais moment à passer, quelques mois tout au plus. Il trouverait du travail, nous reprendrions notre envol. Après tout, nous étions des adultes, et les adultes s'en sortent, n'est-ce pas? Les premiers jours étaient tendus. Sa mère m'accueillait avec un sourire qui me donnait envie de prendre une douche. Son père était comme un bruit de fond sur une télé dont le volume est coupé, vous saviez qu'il était là, mais vous ne vous en souciez pas. J'espère que vous serez à l'aise, ma chérie, disait-elle en me montrant notre chambre. Nous avons fait de notre mieux, mais nous comprenons. Ça doit être difficile pour toi de t'adapter à une vraie famille. Une vraie famille? Notez bien cette phrase, elle reviendra plus tard. Vivre sous leur toit, c'était comme essayer de traverser un champ de mine avec des chaussons de danse. Souriez, mais pas trop largement. Ne posez pas votre tasse là. N'ouvrez pas les fenêtres après 17 heures, à moins de vouloir invoquer une tornade venue tout droit de l'enfer. J'ai essayé d'être poli, trop poli, peut-être. J'ai confondu la tolérance avec la soumission. Amanda s'est adaptée tout de suite. Elle a eu sa propre chambre, sa propre étagère dans la salle de bain, et sa chaise spéciale à table. Evelyne, elle, a commencé par partager sa chambre avec elle. Ça a duré 2 semaines, jusqu'à ce qu'Evelyne doive déménager, soudainement, parce qu'Amanda ne dormait pas bien. J'ai laissé couler, j'ai souri malgré tout, parce que Dieu me garde de devenir cette femme, la seconde épouse harcelante qui cherche toujours le drame. Puis, il y a eu l'argent. Il s'est avéré que les parents de Brendan avaient une deuxième hypothèque et, surprise, ils ne pouvaient plus payer. Sa mère avait une minuscule pension. Son père travaillait dans une quincaillerie 2 jours par semaine, juste pour ne pas dépérir. Leur historique de crédit était déjà enterré sous terre, à cause d'un projet commercial douteux tenté 10 ans plus tôt. Brendan n'avait pas d'emploi stable, ni de revenus décents depuis plus de 2 ans. Alors, devinez quel score de crédit impeccable et quel salaire fiable est venu à la rescousse? Eh bien, le mien. L'hypothèque a été mise à mon nom, leur maison, leurs règles, mon argent. Officiellement, c'était une contribution à la famille. En réalité, je payais pour une maison qui ne m'appartenait pas. Sur le plan émotionnel, j'avais l'impression de payer un loyer à quelqu'un qui insultait mon enfant, puis qui me disait de sourire davantage. Mais je me répétais que c'était temporaire, que nous étions une équipe, et que nous allions surmonter ça. Pendant ce temps, la mère de Brendan commençait sa leçon de maître en grand-parentalité passive-agressive. Pas directement, elle était bien trop distinguée pour ça. Elle s'attaquait simplement à Evelyne, petit à petit. Au début, c'était de petites choses, Evelyne riait moins, elle arrêtait de dessiner. Puis sont venus les faux mots de ventre avant l'école. Elle a commencé à cacher ses petits projets artistiques dans son sac à dos, au lieu de les afficher fièrement sur le frigo comme avant. Je lui ai demandé, pourquoi n'as-tu pas montré ton dessin à grand-mère? Elle a haussé les épaules, elle a dit, la maison a déjà l'air assez en désordre comme ça. Je ne voulais pas y croire. Peut-être juste une blague mal tombée. J'en ai parlé à Brendan. Il a haussé les épaules lui aussi, maman est juste fatiguée. Ne le prends pas personnellement. Puis, il y a eu l'interdiction des bonbons.
Plus de biscuits, le chocolat avait disparu. Apparemment, certains enfants se portent mieux sans sucre, surtout les hyperactifs. Devinez de laquelle elle parlait. Ensuite, il y a eu l'anniversaire d'Amanda, gâteau, cadeaux, ballons, chansons. Evelyne était assise dans un coin, essayant d'avoir l'air heureuse. Je me suis approché, je l'ai serrée dans mes bras, « Ça va, ma chérie ?» Elle a chuchoté, « Grand-mère m'a dit de ne rien toucher, et de ne pas rester dans le chemin. » J'en ai reparlé à Brendan, il a soupiré, « Maman est juste un peu stricte. Elle veut bien faire. Elle n'a simplement pas le même lien avec Evelyne. Ce n'est pas malveillant. » Bien sûr, pas malveillant. Juste toxique, caché derrière un apron en dentelle. Je travaillais beaucoup, des heures tardives, des conférences téléphoniques, des séjours dans des chambres d'hôtel. Je me disais que c'était pour le bien d'Evelyne, pour nous, pour maintenir l'illusion que tout allait bien. Puis, l'institutrice d'Evelyne m'a envoyé un email, Evelyne semble renfermée et fatiguée. Elle n'interagit pas beaucoup avec les autres enfants. Nous sommes inquiets. Je me suis assise avec elle. Elle ne voulait pas parler au début, puis elle a dit doucement, peut-être que je ne suis pas très gentille. J'ai écarquillé les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'ils essaient, mais que je gâche tout. Qui t'a dit ça? Personne. On le sent, c'est tout. Je l'ai tenue, je lui ai dit qu'elle était incroyable, qu'elle n'avait rien fait de mal, et qu'elle était aimée. Puis, je me suis enfermé dans la salle de bain et j'ai fixé le mur pendant 40 minutes, en essayant de ne pas voler en éclats. Après ça, j'ai commencé à faire attention. J'ai entendu Amanda s'emporter, « Tu n'es pas la chef ici, nous avons des règles. » J'ai surpris sa mère murmurer, « Ne touche pas à ses affaires, ma chérie. Tu ne veux pas encore tout chambouler, n'est-ce pas? » Ça me rongeait. Mais vous savez comment ça se passe, on se dit qu'il faut tenir encore un peu. On fait des heures supplémentaires, on paie leur hypothèque. On est une mère, on ne peut pas juste partir. Et Brendan? Emma, tu exagères. Quelle partie? Celle où ma fille est dégradée quotidiennement? C'est de la discipline, c'est un cadre. Ma mère a toujours été comme ça. Et toi? Il a hésité. C'est dur d'être coincé entre les deux. Et c'est juste de ne pas en faire toute une histoire. Ne pas en faire toute une histoire. La dignité de ma fille n'était apparemment pas une histoire importante. Mon salaire achetant une maison pleine de mépris, ce n'était pas non plus une histoire importante. Je l'ai presque cru, presque, jusqu'à ce que je rentre plus tôt et que je vois ma fille à genoux, récurant seul le sol de leur cuisine pendant que les autres faisaient des montagnes russes. Voilà à quoi ressemblait le pas malveillant. Cette première nuit au motel a été dure. J'ai acheté de la glace à la vanille à Evelyne, sa préférée. J'ai mis des dessins animés, installé un oreiller à côté d'elle. Nous nous sommes assises sur le lit ensemble, et je l'ai juste tenue. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste tenue pendant 5, 10, peut-être 15 minutes. Puis elle a levé les yeux vers moi, et a chuchoté, « Tu ne vas vraiment pas me ramener là-bas? » Jamais, ai-je dit. Tu es en sécurité maintenant. Et alors elle a pleuré. Pas de petites larmes polies, mais de vrais pleurs, des sanglots les qui vident l'âme, comme si quelque chose à l'intérieur d'elle s'était enfin ouvert. Elle a pleuré jusqu'à n'en plus pouvoir. Et je l'ai serrée plus fort, je lui ai caressé les cheveux, en répétant, « Tu es une enfant géniale. Tu ne méritais rien de tout ça. Ce n'est pas toi, bébé, c'est eux. Ce sont eux qui sont brisés. » Elle a commencé à parler. Pas tout d'un coup, par petits morceaux d'abord, des fragments, puis des phrases entières, et ensuite ce fut comme une digue qui lâche. Elle m'a raconté comment grand-mère l'appelait l'invité. Comment Amanda lui disait, « Tu ne fais même pas vraiment partie de cette famille. » Comment, une fois, elle n'avait pas eu de gâteau d'anniversaire parce qu'elle n'avait pas mérité son dessert. Comment elle était restée seule dans sa chambre pendant qu'ils organisaient une fête pour Amanda en bas, sans que personne ne la prévienne. J'écoutais, à l'intérieur, quelque chose en moi se brisait. Avez-vous déjà eu un moment où vous cessez juste d'être une adulte? Où vous avez envie de hurler, de renverser les meubles, de casser quelque chose, mais vous ne le faites pas parce que votre enfant est assis à côté de vous, et quelle est votre seule vraie famille? Nous sommes restés au motel une autre nuit, juste pour respirer. Je lui ai acheté un tout nouveau jeu de feutre, une pizza en forme de cœur,
et du lait au chocolat. Nous avons beaucoup dessiné. Elle a dessiné une maison avec un toit arc-en-ciel, et a écrit au-dessus, c'est notre maison. Ici, je suis aimé. J'ai failli craquer. Ce n'est que lorsque je l'ai vu sourire à nouveau que j'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis des mois. J'ai désactivé le paiement automatique de l'hypothèque. Je me suis connecté à l'application. Un glissement de doigts, un mot de passe, et c'était fait. Pas de musique dramatique, pas de discours enflammés. Juste un adieu silencieux et propre. Ensuite, j'ai envoyé un email à notre avocat. Je lui ai dit que je voulais sortir de cette hypothèque co-signée. Il m'a demandé les documents, je les ai envoyés. Il a dit que ça pourrait prendre quelques jours, mais que ce serait réglé. Ensuite, nous sommes allés à la police. J'ai dit à l'officier que ma fille de 9 ans avait été laissée complètement seule dans une maison toute la journée en guise de punition. C'est illégal dans l'Illinois, surtout quand l'enfant est émotionnellement en danger. Ils ont posé une tonne de questions, qui était l'adulte responsable? Combien de temps était-elle restée seule? Est-ce que c'était déjà arrivé? J'ai répondu à tout clairement, calmement, comme si j'étais dans une réunion de travail. Nous allons assigner un travailleur social, m'ont-ils dit, et ouvrir un dossier. C'était tout. Nous sommes retournés au motel. J'ai commandé une autre pizza, Evelyne a regardé des dessins animés, et j'ai parcouru les nouvelles. Et pour la première fois depuis une éternité, nous n'étions que toutes les deux. Pas de tension, pas besoin de marcher sur des œufs. Juste la paix. Environ une semaine plus tard, une lettre est arrivée chez les parents de Brendan. Un avis formel, défaut de paiement, et avertissement de saisie immobilière. Mon téléphone s'est remis à sonner. Brendan m'a crié, « Emma, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu essaies de faire expulser mes parents de chez eux. J'essaie de m'assurer que ma fille ne récurera plus jamais le sol de ta cuisine pendant que tu manges des hot dogs à 6 flax. Ce n'était pas leur faute. Tu as raison. C'était notre faute à tous, pour les avoir laissés lui faire ça. Mais ça s'arrête maintenant. » Et là, ce fut l'effondrement général. Sa mère m'a appelé depuis le téléphone de quelqu'un d'autre, hurlant que j'avais détruit leur famille. Son père m'a envoyé un SMS disant que je faisais un lavage de cerveau à l'enfant. J'ai tout ignoré. J'avais mieux à faire, comme aider Evelyne à guérir. Nous lui avons trouvé un conseiller scolaire, et j'ai pris congé du travail. Nous avons fait des promenades, nous avons discuté, nous avons ri devant des dessins animés stupides, nous avons respiré. Quand le travailleur social s'est enfin présenté, Evelyne lui a tout raconté. Pas de larmes, pas de peur, juste des faits. Comment elle essayait sans cesse d'être assez gentille. Comment elle pensait que, peut-être, c'était vraiment elle le problème. Comment elle avait peur de me le dire parce qu'elle ne voulait pas tout gâcher. Puis elle m'a regardé et a dit, « Mais maintenant je sais que je suis une enfant gentille, parce que c'est toi qui l'as dit. » C'est là que j'ai su que j'avais fait le bon choix. Pas de culpabilité, pas de doute. Juste de la clarté. Elle savait qu'elle était aimée, et plus personne n'allait jamais la faire douter de ça. Au début, ils ont tenté leur petite routine de réconciliation. Brendan s'est présenté avec des fleurs et des cadeaux. Sa fille a apporté un nouveau jouet pour Evelyne. Sa mère est passée avec une tarte, la même tarte qu'elle ne cuisinait que pour l'anniversaire d'Amanda. Je n'ai pas ouvert la porte. Ils ont laissé des choses sur le porche, et je les ai jetées. Puis Brendan a commencé à se présenter à l'école d'Evelyne. Il a déposé un carnet avec des chevaux sur la couverture, une boîte de chocolat, et un mot disant « Tu nous manques ». Evelyne les a mis dans son sac à dos. Ce soir-là, elle me les a tendus et a demandé « On peut jeter ça ?» On l'a fait. Puis il a commencé à nous attendre à la sortie de l'école. Il disait qu'il fallait qu'on parle. Il disait qu'il ne savait pas, que sa mère était allée trop loin. Il disait qu'il n'était pas dans un bon état d'esprit, que tout était allé si vite. Il disait qu'il nous manquait, qu'il nous aimait, et qu'il voyait enfin tout clairement. Je l'ai écouté une fois, juste une fois, parce qu'il n'est pas venu vers moi, il est allé vers Evelyne. Il a essayé de la prendre dans ses bras, de lui donner un nouveau jouet, et de jouer la carte de la nostalgie, tu te souviens quand on est allé au lac? Tu avais tellement ri. Evelyne a reculé, l'a regardé droit dans les yeux, et a dit, tu étais juste là quand il se moquait de moi. C'était la fin. Après ça,
j'ai dit à Brendan qu'il n'avait plus le droit de l'approcher. Pourquoi? Parce que quand on passe des années à faire sentir à une enfant qu'elle est une étrangère, pour soudainement débarquer avec des poneys et des gâteaux, ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. Et j'en ai fini de laisser les gens jouer avec la tête de ma fille. Il a essayé de rappeler le bon vieux temps, vous savez, avant qu'on emménage chez ses parents, on était heureux. Et je me souviens l'avoir juste fixé, en me demandant, l'étions-nous vraiment? Ou est-ce que j'espérais simplement qu'on le devienne un jour? Tu ne l'as pas protégé, Brendan, ai-je dit. Tu savais, tu as toujours su. Il n'a pas nié. Il a juste regardé le sol, comme un gamin pris à voler un chewing-gum dans une station-service. Je lui ai dit que j'avais déjà entamé les démarches. Il y a une ordonnance temporaire maintenant, lui et ses parents ne peuvent pas approcher Evelyn sans ma permission. Tout ce qu'il dira pourra être utilisé dans l'enquête des services de protection de l'enfance. Il a essayé de hurler, mais je lui ai fermé la porte au nez. Quand ils ont enfin compris que je ne reviendrai pas, que je ne retirerai pas ma plainte et que je ne sauverai pas leur hypothèque, ils sont passés à l'offensive. Sa mère a déposé un contre-rapport auprès des services sociaux à mon sujet. Elle prétendait que j'étais mentalement instable, inapte, et que je faisais du mal émotionnellement à Evelyn. Elle disait que je la laissais seule le soir, que la petite semblait souvent effrayée, ma préférée, nous l'avons élevée comme notre propre fille, et maintenant elle nous punit. En gros, elle me peignait comme une mère à bout de nerfs, s'effondrant sous la pression, et arrachant une enfant au seul foyer stable qu'elle ait jamais connu. Les services sociaux m'ont appelé. Je n'étais pas surprise, j'étais prête. J'avais une lettre de l'institutrice d'Evelyn disant à quel point elle allait mieux. J'avais des notes du conseiller scolaire, un rapport de médecin, et un dossier financier de mon avocat montrant combien j'avais soutenu la famille de Brendan. Et j'avais le rapport de police déposé le jour où Evelyn avait été laissée seule à la maison. Mais plus important encore, j'avais Evelyn, et les services sociaux l'ont écoutée. Ils l'ont prise au sérieux. Cette petite fille qui pensait qu'elle ne méritait pas de gâteau, qui disait qu'elle n'arrivait pas à être assez bien, et qui se souvenait de sa grand-mère disant « Ta mère doit déjà s'occuper de toi, n'en rajoute pas ». Le travailleur social a visité leur maison. La mère de Brendan a ouvert la porte avec son meilleur visage de « C'est nous les vraies victimes ». Elle prétendait qu'Evelyn était difficile, que j'étais toujours en voyage. Elle disait « Nous sommes une famille, j'essayais juste de lui apprendre la discipline, et que je faisais tout ça par pure méchanceté ». Le père de Brendan est resté silencieux, comme d'habitude. Brendan a essayé de prendre le blâme, je n'allais pas bien, j'étais stressé, je ne réfléchissais pas correctement. Mais quand le travailleur social lui a demandé, qui a laissé l'enfant seul à la maison? Et étiez-vous au courant? Il a gardé le silence. Résultat, une enquête officielle des services sociaux. Maintenant, leur foyer est sous surveillance, et ils vérifient aussi comment va Amanda. Brendan a reçu un avis formel, si le conflit continue, il pourrait temporairement perdre la garde. C'est sérieux, surtout puisque la mère d'Amanda n'est plus là. Si les services sociaux décident que l'environnement n'est pas sûr, ils interviendront. Et puis les appels ont recommencé. Mais cette fois, c'était de la rage, plus des supplications. Tu as détruit notre famille, hurlait sa mère dans un message vocal. Tu as tout fait sauter pour une seule erreur. Brendan a envoyé un SMS, je n'ai pas répondu. J'ai tout transmis à mon avocat. J'ai tout gardé. Puis est arrivée la deuxième lettre de la banque, un seul autre paiement manqué, et la procédure de saisie commencerait. Plus d'avertissements, plus de délai de grâce. Il n'arrêtait pas d'appeler, d'envoyer des messages, de frapper à ma porte, de supplier, de menacer. Je n'ai pas ouvert. Evelyn avait peur, je lui ai dit, tu es en sécurité maintenant, et elle m'a cru. Le dernier message vocal de Brendan, pathétique. Tu pourrais arrêter ça, tu sais. On peut s'arranger. Nous sommes encore une famille. J'ai répondu, plus calme que jamais, nous ne sommes plus une famille. Et je n'ai rien détruit. J'ai juste arrêté de payer pour vos erreurs. Cela fait presque 1 an. Cette maison dans laquelle nous avions emménagé temporairement a été saisie. C'est fini. Je ne vérifiais pas, je suis juste tombé sur l'annonce en ligne par hasard. Les mêmes volets, les mêmes marches de Porsche fissurées, et une grosse étiquette rouge en haut, saisie immobilière, vendue en l'état. Les parents de Brendan louent maintenant une caravane dans un quartier lointain de la ville. Ils disent que c'est temporaire.
C'était il y a 6 mois. La seule chose qu'ils ont réussi à reconstruire, c'est leur capacité à se plaindre. Brendan vit avec eux, lui aussi temporairement. Quant à moi, le dossier contre moi a été classé. Allégation non fondée. Tous les rapports ont confirmé qu'Evelyn n'était pas traumatisée, et qu'elle était enfin en sécurité. Les services sociaux ont donné un avertissement à la famille de Brendan, la prochaine fois, il n'y en aura pas. Nous louons un petit appartement maintenant. C'est douillet, c'est à nous. Evelyn a sa couverture avec des poneys, des autocollants sur son armoire, et une chambre où personne ne lui dit qu'elle n'est pas vraiment de la famille. Nous avons pris un chat. Nous avons planté des haricots sur le balcon. Elle m'a dit, je veux qu'il pousse comme moi, libre. Je travaille à domicile, je vais la chercher à l'école. Je vais à mes réunions, et parfois, je reste juste assise à la regarder dessiner. Le week-end, nous faisons des cupcakes, nous allons au zoo. Juste nous deux. Et honnêtement, ça suffit. Parfois, je me demande, et si j'avais juste crié, claqué des portes, piqué une crise? Peut-être qu'ils m'auraient calmé, m'auraient serré dans leurs bras, m'auraient convaincu de rester, et Evelyn serait encore là-bas, à récurer leur sol, en essayant de mériter son existence. Mais je n'ai pas crié. Je me suis juste levé, et je suis parti. Je les ai effacés de notre vie. De la même manière, silencieuse, qu'ils ont essayé d'effacer ma fille de la leur. Maintenant, nous allons bien. Et ceux qui pensaient que j'allais juste encaisser pour toujours, eux, ne vont pas bien. Qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin, ou était-ce la seule chose que je pouvais faire? Dites-le moi dans les commentaires, et abonnez-vous. J'ai d'autres histoires pour vous.